On va rentrer encore plus directement sur une des dimensions de notre classification des interventions non médicamenteuses. On accueille Aude-Marie Foucault, qui est maître de conférence à l'université Sorbonne, il ne faut pas que je me trompe, Paris-Nord. Voilà, merci beaucoup d'être là. Et éventuellement, sur la question qui était sur l'économie, peut-être que tu vas en dire deux mots, j'imagine. Merci encore d'être là, malgré les difficultés que tu subis récemment. Voilà, bon courage. Merci beaucoup Grégory pour cette invitation à ce challenge de vous présenter les interventions physiques parce qu'elles sont nombreuses. Alors évidemment, je vais beaucoup plus parler de l'activité physique, excusez-moi, qui est plus mon champ de recherche. Moi, je vous montre mes liens d'intérêt très rapidement, comme c'est la coutume. Donc ces interventions physiques, elles sont nombreuses. En premier lieu, l'activité physique est citée et forcément, moi, ça me fait plaisir parce que c'est quelque chose sur lequel je travaille depuis longtemps. J'ai commencé ma thèse en 2010 sur l'activité physique en cancérologie au Centre Léon Bérard de Lyon. À l'époque, on demandait aux patients de se reposer et ne rien faire. Et ça a été tout un travail, un cheminement pour arriver aujourd'hui où on cite l'activité physique adaptée quasiment dans toutes les 3 ou 4 phrases. C'est un réel changement de paradigme. Et justement, je voulais vous montrer ce texte qui date de 2012. C'était dans le Lancet, la fameuse revue du Lancet qui avait sorti tout un pan sur l'activité physique. Et ici, il était noté que l'exercice a été qualifié de médicament miracle qui peut bénéficier à toutes les parties du corps et prolonger considérablement la durée de vie. Pourtant, il n'est guère respecté par les médecins ou la société. Socialement, être inactif est perçu comme normal et, de fait, les médecins ordonnent à leurs patients de rester au lit bien plus souvent qu'ils n'encouragent l'exercice. Cette attitude passive à l'égard de l'inactivité physique, où l'exercice est considéré comme un choix personnel, est anachronique et rappelle les batailles qui se livrent encore à propos du tabagisme. On était en 2012, aujourd'hui c'est encore un peu vrai et c'est malheureux et c'est l'importance qu'on a, d'où l'importance aujourd'hui qu'on a de se rassembler autour des interventions non médicamenteuses qui ont prouvé leur efficacité et qui vont peut-être faire changer les parcours de soins. Alors justement, sur l'activité physique et cancer, il faut savoir que les publications sont extrêmement nombreuses. Depuis 1921, on publie sur activité physique et cancer. Ici, c'est en prévention primaire, secondaire et tertiaire. Quand on parle d'activité physique, ça va être les activités spontanées, volontaires autonomes ou volontaires encadrées, qui correspondent finalement à tous les moments où vous bougez, pas forcément de façon programmée. Donc l'idée des recherches actuelles, c'est de se poser la question du bénéfice, certes, mais surtout de se poser la question du comment et pourquoi ça fonctionne et quelles sont les interventions les plus pertinentes. Donc, si on s'attarde aux publications sur les interventions, cette fois-ci, et particulièrement dans les études contrôlées randomisées qu'on utilise évidemment toujours pour pouvoir mettre en évidence ce qui est le plus pertinent et quels sont les effets du programme qu'on va isoler d'un groupe contrôle, eh bien, on se retrouve à une publication par jour aujourd'hui, et donc une augmentation exponentielle depuis 1977, comme vous le voyez à droite. Donc, je vais vous présenter rapidement certaines données de méta-analyse qui rassemblent des études contrôlées randomisées, principalement sur l'activité physique, mais aussi sur d'autres interventions physiques, pour vous montrer un petit peu ce qu'on reconnaît aujourd'hui comme étant efficace ou comme étant le plus pertinent dans certains domaines, même si, bien sûr, aujourd'hui, il faut continuer les recherches pour affiner ce grain. En ce qui concerne la qualité de vie, un exemple d'une méta-analyse qui est sortie en 2019, qui est très bien menée, qui a montré, donc, en faisant une méta-analyse sur 16 études contrôlées randomisées auprès de patientes atteintes de cancer du sein, pendant et après traitement, que les programmes d'activité physique avaient un effet bénéfique sur la qualité de vie. L'exercice physique, quand on parle d'exercice physique, c'est bien des exercices programmés qui ont un objectif d'amélioration de la condition physique et qui sont répétés de façon volontaire. Il a été mis en évidence dans cette méta-analyse que la durée des sessions était corrélée à une meilleure qualité de vie. C'est-à-dire qu'ici, vous voyez à droite, les séances de moins de 45 minutes, globalement de corps de séance, ne montraient pas d'effet significatif, alors qu'une séance de plus de 45 minutes
était significative sur la qualité de vie, sur l'amélioration de la qualité de vie, et encore plus lorsqu'elle était supérieure à 60 minutes. Là, on voit apparaître des doses finalement, ou en tout cas des modalités d'exercice qui seraient intéressantes à mettre en œuvre dans l'objectif d'augmenter la qualité de vie chez les patientes atteintes de cancer du sein. Tandis que les autres modalités, que sont les fréquences d'exercice dans la semaine, l'intensité de l'exercice ou encore le type d'exercice, qu'il soit aérobie, renforcement musculaire, une combinaison des deux, ou encore des activités corps-esprit, n'ont pas montré plus de bénéfices les unes que les autres. Un autre exemple sur le sommeil, encore sur le cancer du sein. Donc là, on a une méta-analyse qui nous montre que des programmes d'exercice physique ou d'exercice de corps-esprit avaient un bénéfice sur le sommeil et les troubles du sommeil des personnes atteintes de cancer du sein. Ici, on est aussi sur le pendant et après traitement. Et ces programmes qui font 4 à 24 semaines ont montré un effet modéré. Il n'y avait pas de différence entre le pendant et après traitement. Cependant, il a été montré dans cette méta-analyse que l'exercice physique avait plus de bénéfices sensiblement sur la phase du pendant traitement, tandis que c'était plutôt les activités corps-esprit sur l'après-traitement. Là encore, on voit se dessiner des modalités d'intervention qui seraient plus bénéfiques dans certaines situations et notamment dans le parcours de soins. En ce qui concerne la fatigue, évidemment, je ne vais pas revenir dessus parce que la fatigue, on sait aujourd'hui que les interventions non médicamenteuses sont en général les plus efficaces sur la réduction de la fatigue cancéro-induite. Ici, je vous ai mis un tableau qu'on a mis en place via le référentiel AFSOS Fatigue et Cancer, qui reprend également les données du NCCN et de l'ESMO. Donc là, c'est les recommandations et les guidelines nationales et internationales finalement. Et on voit sur les interventions physiques qu'on a des effets modérés, légers à modérés selon les interventions, mais on voit que sur les activités physiques et les exercices, ainsi que sur les activités psychocorporelles, qui ont été appelées ici comme ça dans le référentiel, on a un consensus qui est quasi unanime par les différentes sociétés savantes, et également au niveau de l'AFSOS, on recommande forcément toutes ces interventions, bien que les autres interventions nutritionnelles, psychosociales, comportementales et cognitives ont également un effet très intéressant, mais bien sûr, je ne m'y attarderai pas et on verra ça un petit peu plus tard. En ce qui concerne, par exemple, encore l'anthropométrie et la masse grasse. Donc, à nouveau, sur le cancer du sein, il faut savoir que la plupart des études contrôlées randomisées ont été effectuées dans le cancer du sein. Donc, forcément, on a plus de méta-analyses dans ce cadre-là et qui sont de plus en plus robustes puisqu'on a de plus en plus de masse, finalement, et de puissance statistique. Et bien ici, quand on voit sur des études contrôlées randomisées, donc ici 19 études contrôlées randomisées, d'intervention supervisée et individualisée versus du contrôle chez des patientes atteintes de cancer du sein, donc ici bien sur l'après-traitement, on a un effet de l'activité physique, mais pas réellement en fait. C'est-à-dire que là, vous voyez que les activités structurées et individualisées n'ont pas d'effet sur l'indice de masse corporelle des patientes atteintes de cancer du sein, ni les exercices, ni seulement le conseil d'exercice. Par contre, on est en faveur de une synergie entre la diététique et des conseils d'exercice physique. Donc là, c'est assez intéressant de se dire que, comme on l'a signifié au tout début, l'idée de l'interdisciplinarité arrive ici. Bien sûr, on est sur des études avec des méta-analyses, avec des biais de publication importants, mais c'est sensiblement intéressant avec une diminution de près de 1 point de l'indice de masse corporelle. Pour ce qui est de la composition corporelle, ici, ce qui est ressorti de la méta-analyse, c'est les exercices structurés et individualisés qui seraient efficaces, contrairement aux autres interventions. Donc on est sur des effets, mais une évidence assez faible quand même au regard de la qualité des études et de la diversité des programmes et des modalités qui sont proposées dans les essais contrôlés randomisés. Donc on ne peut pas forcément tirer de conclusions extrêmement robustes, mais c'est assez intéressant de voir se dessiner cela.
En ce qui concerne des données physiologiques ou encore psychosociales, dans certaines études contrôlées randomisées, on va avoir des données qui sont évaluées sur les éléments biopsychosociaux. Ici, sur le cancer colorectal, on voit donc des effets qui sembleraient intéressants en termes d'augmentation de la capacité cardio-respiratoire, donc la capacité aérobie. Ici, attention, hein, la méta-analyse ne fait pas entrer beaucoup d'études dedans et on a une grosse hétérogénéité, et également sur l'insuline à jeun ou encore la résistance à l'insuline. Par contre, cette méta-analyse n'a pas montré d'évidence sur l'influence de l'exercice sur les données psychosociales que sont la qualité de vie, la fatigue, l'anxiété et la dépression. Pour autant, elle a mis en évidence qu'un certain volume d'exercice aérobie était plus intéressant pour améliorer la qualité de vie et la fatigue, donc plus de 300 minutes par semaine. Autre exemple, cette fois-ci sur d'autres types d'interventions non médicamenteuses physiques qui sont l'acupuncture, et puis on regardera sur le drainage lymphatique. Ici, une méta-analyse sur de l'acupuncture manuelle ou de l'électroacupuncture, qui n'a pas montré d'effet sur les bouffées de chaleur, ni générales ni de nuit, ni même sur les symptômes de la ménopause, que vous voyez à droite dans le petit tableau. Alors que dans cette méta-analyse était mis en évidence que finalement on était plutôt en faveur du bras contrôle, qui était ici un bras d'exercice physique pour la réduction du lymphœdème. En ce qui concerne le drainage lymphatique, cette dernière méta-analyse qui date de 2020 a montré qu'il n'y avait pas d'effet du drainage lymphatique par un masseur-kinésithérapeute sur le lymphœdème. Donc vous voyez qu'il y a vraiment les évidences qui sont modifiées au fur et à mesure du temps, et ce qui pose question aussi sur la prise en charge et l'accompagnement des patients dans le parcours de soins. Capacité aérobie et sécurité, alors là, on commence à voir apparaître des éléments qui sont intéressants, c'est notamment l'idée de la sécurité et des effets indésirables des prises en charge non médicamenteuses. Ici, sur la capacité aérobie, donc l'exercice chez des patientes atteintes de cancer, alors là, c'est tout cancer, sur des exercices qui font au moins 3 semaines, au moins 15 minutes par session, montrerait une stratégie efficace pour améliorer le VO2 pic, donc qui est encore une fois la capacité aérobie. Et dans cette méta-analyse, il montre que l'exercice est sûr et faisable, dans le sens où alors pas toutes, hein, mais une partie des études contrôlées randomisées maintenant mettent en évidence les effets indésirables de leur intervention. Et également la faisabilité. Et donc là, on peut entrevoir finalement cette idée de risque de l'intervention non médicamenteuse. Et ici, il n'y aurait pas de risque, en tout cas pas grave. En tout cas. Encore une fois, sur la sécurité, ici sur une méta-analyse sur les cancers colorectaux, où la plupart des exercices, la majorité étaient effectués non supervisés et à domicile. Il mettait en évidence également les professionnels qui mettaient en œuvre ces interventions. Donc ici, on a les physiothérapeutes, c'est les kinésithérapeutes. Physiologistes, c'est l'équivalent des enseignants en activité physique adaptée en France. Les nurses, donc les infirmières, et les instructeurs de yoga. Et donc, il a été montré dans cette dernière méta-analyse de 2020 que les effets indésirables n'étaient pas toujours des crises, certes, mais ils étaient de faible gravité. Et que les effets indésirables de la prise en charge étaient identiques dans les groupes contrôle et les groupes interventionnels. C'était de la douleur, des raideurs, courbatures et un peu de fatigue. Donc il constate que l'exercice est sûr, puisque entre le contrôle et l'intervention, on a les mêmes effets indésirables de faible gravité. En ce qui concerne les exercices supervisés ou non supervisés par des professionnels, là on voit aussi quelque chose d'intéressant sur les modalités d'intervention. Eh bien, il semblerait que l'exercice supervisé avait plus d'effet sur la qualité de vie et la fatigue, tandis que les exercices non supervisés mais accompagnés d'une prescription en particulier, donc des objectifs particuliers, avaient eu un effet sur la capacité aérobie, la force des membres supérieurs et la réduction de la masse grasse. Donc là, c'est assez intéressant de se dire que finalement, on peut aussi proposer des programmes qui sont modulaires entre du supervisé et du non supervisé, qu'on va avoir des effets bénéfiques et que simplement, on n'attendra peut-être pas les mêmes effets en fonction, ou peut-être qu'on ne proposera pas les mêmes objectifs.
Alors ça revient, également à une étude qui a été, une grosse étude de méta-analyse, de 375 études contrôlées randomisées, dont 20 en cancérologie, qui avait montré également que, la présence de la supervision modulait les résultats sur la sécurité des programmes. Donc le fait d'être supervisé entraînait une meilleure sécurité et donc moins d'effets indésirables, des accompagnements en activité physique. Alors, en ce qui concerne la survie à la récidive, on en a parlé tout à l'heure. Attention, vraiment attention, nous ne sommes que sur des études de cohorte, donc des études observationnelles qui rentrent dans des études de méta-analyse. Donc, on est sur des estimations et des études qui sont fondées sur de l'activité spontanée des personnes, donc des volumes d'activité physique, mais on n'a pas forcément connaissance des modalités des interventions ou des modalités des exercices qu'ils mettent en œuvre. Par contre, on voit quand même dans les méta-analyses qui sont de plus en plus nombreuses sur la réduction des risques relatifs de récidive, de mortalité globale et de mortalité par cancer, on voit des éléments qui sont très intéressants, bien sûr, avec même des pourcentages qui sembleraient se rapprocher des réductions de risques relatifs de récidive et de mortalité avec les traitements de chimiothérapie. Et on voit également apparaître des doses. Donc, par exemple, le fait pour le cancer du sein d'accumuler au moins 300 minutes par semaine d'activité physique modérée. Pour le cancer colorectal, le fait qu'on a une idée de dose-réponse. Donc, plus le volume hebdomadaire est grand et plus la taille de l'effet est important. Par contre, il semblerait qu'il y aurait un plafond. Donc, encore une fois, il faut continuer les études et essayer de trouver un moyen d'avoir des études un peu plus robustes avec une observation d'études contrôlées randomisées sur la survie, mais ça viendra dans longtemps, puisque c'est très compliqué à mettre en œuvre. Petit exemple, sur le cancer du sein, il faudrait 3000 patientes, 10 ans de suivi avec 2 groupes interventionnels et contrôle. Donc, autant vous dire que c'est quasiment impossible en termes de coûts. Alors aujourd'hui, pour quasiment finir, en fait, on commence à avoir aussi des mécanismes qui sont supposés, d'où aussi le fait que l'activité physique, notamment, rentre dans les interventions non médicamenteuses, puisqu'on a des idées de modalités d'intervention, on a des idées de doses, on a des idées de mécanismes. Bien sûr, il faut continuer à faire des recherches pour pouvoir trouver ce qui sera le plus pertinent en fonction des patients, en fonction de leurs conditions physiques, en fonction de leur parcours de soins. Mais c'est en cours et vous avez vu le nombre de publications nous permettra peut-être d'évoluer encore plus là-dedans. En tout cas, le grand challenge aujourd'hui, c'est déjà de mettre en œuvre des recherches autour de ces interventions non médicamenteuses physiques. C'est extrêmement complexe puisqu'on est sur des programmes complexes, encore une fois, qui font intervenir de nombreux professionnels et puis qui s'intéressent à des personnes qui sont dans un parcours de soins global où ils ont aussi d'autres interventions. Donc, cela reste quand même quelque chose à poursuivre, notamment pour pouvoir comprendre les conditions qui permettent d'atteindre ces résultats. Parce que là, je vous ai montré des résultats, certes, très bien, mais comment les patients ont atteint ces résultats, sous quelles conditions, est-ce qu'ils ont ils ont adhéré à l'exercice ou non, et quelles ont été leurs barrières, leurs facilitateurs. Et ici, l'idée, c'est d'aller un peu plus loin que montrer le bénéfice de l'activité physique ou le bénéfice des interventions physiques. C'est aussi de vérifier donc leur innocuité. Donc, on a vu les effets indésirables de l'activité, par exemple, ou encore montrer les modalités les plus pertinentes en fonction des patients, en fonction de leur parcours, et encore d'aller plus loin, de rendre les programmes opérationnels en clinique. C'est ce qu'on disait dans le congrès avant-hier et hier sur les interventions, sur les recherches interventionnelles en population. C'est que c'est très bien d'avoir des études contrôlées randomisées qui nous montrent un bénéfice, mais qu'est-ce qui se passe sur le terrain? Comment on fait pour les appliquer sur le terrain? Est-ce qu'elles sont faisables, réalisables? Et encore une fois, est-ce qu'elles sont diffusables, transférables et finalement, est-ce qu'elles peuvent être mises en œuvre dans tous les parcours de soins auprès de tout le monde, au même titre qu'aujourd'hui, on a un forfait des soins de support qui intègre un bilan d'activité physique et de motivation. Il n'y a pas encore d'évaluation dessus, mais il faudra aller plus loin. Alors, on a un réel changement de paradigme. À l'heure où l'alitement et le repos a été longtemps considéré comme une évidence, maintenant, on est vraiment sur des parcours d'activité physique au sein des parcours de soins, de santé et de vie du cancer. Il va falloir forcément, pour pouvoir accepter ce changement de paradigme,
se baser sur des démarches d'evidence-based medicine et également, il faut que les professionnels soient en mesure de comprendre cette evidence-based medicine et de la traduire sur le terrain. Donc, il faut faire appel à des professionnels qui sont formés et qui savent également aller lire les articles et traduire finalement ce qu'on vient de voir dans les méta-analyses sur le terrain auprès de leurs patients. Alors bien sûr, il y a des synthèses de l'evidence-based medicine qui sont des soutiens pour les professionnels et pour les décideurs. Et là, je vous en ai mis quelques-unes. Il y a aussi toutes les sociétés savantes nationales, internationales, dont celle pour laquelle nous sommes aujourd'hui ici. Et vous avez tous les référentiels de l'AFSOS dont on a parlé tout à l'heure, et également des livres qui vous proposent des prescriptions maintenant. Donc c'est quelque chose, c'est une évolution très importante, en tout cas dans le cadre de l'activité physique, puisque les études nous montrent de plus en plus ces modalités. Donc maintenant, on peut proposer des prescriptions types ou en tout cas des propositions de prescription. Je vous remercie pour votre attention. Merci beaucoup, Aude-Marie. Donc des questions dans la salle, toujours la même chose. Vous avez la possibilité directement de poser des questions en ligne. Le temps qu'une question arrive, moi j'ai envie de te poser une question en disant quand même, si on regarde un peu plus près tout ce travail, c'est vrai qu'il y a une focale quand même sain, plutôt une focale quand même traitement plutôt qu'après traitement. Et moi j'aimerais savoir combien il y a d'études françaises dans cette histoire. On entre de la NPI d'une société savante en disant on voudrait bien avoir ces études-là. On l'a vu avec le débat sur la Covid, hein, le système français est peut-être particulier, mais combien y a-t-il d'études vraiment françaises ? Alors, c'est une très bonne question. Aujourd'hui, alors c'est vrai que là, en faisant la revue de littérature, j'ai eu du mal à trouver l'après-cancer seulement. Et aussi, on est sur des études qui sont plutôt nord-américaines. Cependant, à l'époque, j'avais fait un peu le listing sur clinical.gov des essais cliniques en cours en France. On était sur une quinzaine en cours. Après, sur ceux qui sont publiés, aujourd'hui, on est sur 10-15 essais contrôlés randomisés dans ces cadres-là, de l'activité physique pendant ou après cancer. Mais ça se développe quand même un petit peu. Il y a de plus en plus de chercheurs dans le domaine, notamment de plus en plus de personnes en STAPS qui se forment et qui font des thèses sur l'activité physique et cancer. Donc, c'est amené à évoluer. Et puis, on voit aussi avec le groupe AFSOS Unicancer qu'il y a de plus en plus d'études qui se mettent en œuvre aussi autour de cette thématique et souvent composées aussi d'autres thématiques comme la nutrition ou la prise en charge d'autres éléments. Donc, j'espère que ça fera évoluer les choses. Parce que c'est ça qui est assez intéressant, c'est que finalement, quand on veut publier en tant que Français, on nous dit « Ah ben ça, on a déjà montré à l'étranger, donc ça ne sert à rien de le publier en France ». Et en fait, on est obligé de justifier aux revues que c'est important puisqu'en France, on n'a pas la même culture que dans les autres pays. Et donc, une étude contrôlée randomisée sur l'activité physique pendant des traitements, ça n'a rien à voir avec ce qu'on peut voir dans les études nord-américaines. Et c'est quasiment c'est très difficile de publier en tant que Français sur des études contrôlées randomisées aujourd'hui sur l'activité physique. Je voulais souligner à quel point tu as été une pionnière dans le domaine de l'activité physique adaptée et du cancer et que vraiment, tu as aussi embarqué avec toi un certain nombre de personnes et je te félicite parce que c'est parti de Lyon, mais aujourd'hui, effectivement, il y a des essais un petit peu partout et vraiment, tu as fait un travail absolument remarquable et on aimerait, avec notre société savante, créer une revue scientifique indexée où on puisse publier des essais randomisés contrôlés ou autres, mais en tout cas une vraie revue qui s'intéresse aussi peut-être au modèle français, parce qu'on l'a bien vu, hein, on peut bien publier dans les grands journaux américains parce que les carrières universitaires se font aussi comme ça, mais d'un autre côté, ces essais un peu particuliers dans nos systèmes et dans notre mode d'organisation, dans nos systèmes, c'est vrai qu'on a du mal à les faire passer dans un certain nombre de revues pour plein de raisons. Avez-vous des questions dans la salle ou ailleurs ? Je vous en prie. Bonjour, merci. Yannick Fleck, je suis ostéopathe et responsable de recherche dans un conservatoire d'ostéopathie. Vous parliez du stade de publication. Est-ce que vous avez l'impression qu'au stade avant, notamment au niveau des CPP, il y a une reconnaissance justement de ce besoin de ce type d'études un petit peu particulier ? Alors,
je ne sais pas si on peut parler de reconnaissance au niveau des CPP, puisque ce n'est pas forcément une reconnaissance, puisqu'ils ne nous demandent pas de leur envoyer des Alors dossiers. plutôt de sensibilisation. Mais voilà, ils ont de plus en plus de sensibilité à ça, même si ça reste assez compliqué, parce qu'on doit beaucoup justifier et décrire l'intervention, sauf que souvent c'est compliqué de le décrire, et justement c'est ce qui a été remarqué souvent dans les études, c'est que les interventions sont peu décrites, elles sont peu protocolisées, aussi parce qu'on cherche à individualiser l'exercice par exemple, ou individualiser la prise en charge. Donc ça reste assez complexe, mais ça passe. Souvent après, on est retoqué une fois et puis ensuite c'est bon. Ensuite, ce qui peut être compliqué, ça va être les modalités d'évaluation qui peuvent être plus ou moins invasives ou plus ou moins compliquées en termes d'éthique ou en termes de partage de données. Je pense aux objets connectés, par exemple, qui peuvent être compliqués à faire passer dans les CPP. Par contre, les interventions, maintenant, ça commence à être reconnu. Oui, mais je voudrais juste rajouter, parce que c'est très très important ce que vous dites. On a à culturer, vraiment c'est un mot vulgaire exprès, mais les comités de protection des personnes, pour ceux qui ne connaissent pas, hein, donc ces comités d'éthique, on doit vraiment amener des choses importantes. Et donc la Société savante veut lister les professionnels de France ou ailleurs pour dire, lorsque vous avez un protocole à évaluer en CPP sur l'activité physique, ou peu importe, mais en tout cas une intervention non médicamenteuse, faites appel à nous. Et arrêtez de le faire entre vous, parce qu'effectivement, il y a des choses absurdes. Et j'ai une question absurde. Absurde. Comment on peut éthiquement imaginer aujourd'hui, dans un protocole cancer du sein, dire je fais un groupe contrôle avec des femmes en disant vous n'avez pas à faire l'activité physique. Okay, je vais faire un groupe avec activité physique. Je vais étudier la survie, puisque manifestement, voilà, il faudrait étudier la survie, mais comment dire éthiquement à quelqu'un, vous devez rester chez vous pendant que l'autre, c'est absurde. Et il y a eu des retours, et on a eu des retours de cette nature-là, de comités d'éthique en disant, mais il y a un moment donné, est-ce que c'est l'éthique ou est-ce que c'est la méthodologie? Et on est un peu dans l'intermédiaire. On veut bien prouver qu'il y a des effets sur la survie, mais on ne va pas interdire à des femmes qui ont un cancer, qui ont été traitées, de ne pas faire d'activité physique. Donc là, il y a à faire un effort aussi méthodologique pour dire on n'a pas que les séances randomisées contrôlées sur ces questions. Il y a plein de choses qui sont en train de sortir sur les big data, sur d'autres façons de mesurer aussi l'activité physique, sur la survie. Et donc, on a besoin de forcer, entre guillemets, l'organisation de notre système de santé, celui qui est CPP, mais aussi celui qui finance sur les appels d'offres. En disant sur les appels d'offres aussi, on pourrait avoir pas uniquement que... Voilà, et l'INCa, pour le citer encore une fois, parce que j'y suis impliqué depuis quelques années, mais sur lequel, arrêtons à tous les coups, laisser randomiser contrôler. Il n'y a pas que cette méthode, il y a plein de choses à imaginer, donc on a du travail, hein, ça. Merci beaucoup. Je vous en prie, une autre question, juste derrière vous. Oui, Céline Fégé, Netsuka. Il se trouve que j'ai récemment eu une petite rafale de formation sur le contexte réglementaire des études médicamenteuses, des études sur les dispositifs médicaux, et donc, en fait, il y a aussi il faut aussi qu'on pousse, qu'on infléchisse, qu'on assouplisse les cadres réglementaires des études. C'est-à-dire que les INM, typiquement, ça sont des études qui restent en loi Jardé, ce qui suppose, par exemple, que le lieu d'exercice soit autorisé pour pouvoir faire l'étude. Le responsable de l'étude, la loi Jardé a du mal à supposer que le responsable de l'étude soit quelqu'un d'autre qu'un médecin quand même. Donc, alors que, ok, on a besoin d'évaluer, on peut avoir besoin d'évaluer un patient et ça peut demander une compétence médicale, mais si par exemple on fait une étude d'implémentation pour voir la praticabilité de mise en œuvre, etc., on n'a pas forcément besoin d'une évaluation médicale du patient avant-après. Et c'est pas forcément non plus des études, ça peut aussi être des études de santé et pas des études de médecine. Ça peut être des études de prévention et pas des études... donc voilà, donc le cadre réglementaire aussi, il va falloir pousser. Non, mais on a tellement de best-of, de
réponses et on veut les compiler et vraiment pour montrer aux autorités à quel point on l'a pensé d'une façon donnée. On l'a pensé par le médicament et on l'a pensé pour l'hôpital et effectivement et une certaine structure hospitalière. Et effectivement, il y a aujourd'hui des formes de recherche et des méthodologies de recherche qui vont amener forcément des évolutions. Et donc, dans la société savante, Christelle Dupré, que je n'ai pas citée, en tout cas, travaille à Lille et elle est universitaire et elle est spécialisée sur ces questions-là, de dire comment on va pointer toutes les absurdités pour dire, effectivement, le règlement, il faut le faire évoluer dans le sens des besoins. Et voilà, je suis le premier à dire qu'il y a 15 ans maintenant, je fais le vieux, mais quand je ne suis pas médecin et quand il a fallu que je sois le responsable et coordinateur de l'étude, il a fallu bagarrer. Je crois qu'on a effectivement à ouvrir un certain nombre de portes, de procédures, mais que ce qu'on a évoqué sur les maisons de santé pluriprofessionnelles universitaires, vous imaginez universitaires, en local, en disant on va pouvoir travailler à plusieurs, je pense que tout ça est en train d'évoluer et que franchement, il faut juste écouter ce qui se fait à côté. Hein. On va au Canada, on va dans différents endroits, on va en Suède et on va en Australie. Et effectivement, voilà. Et donc la société savante, elle va aussi nous apprendre à communiquer avec plus large en disant, écoutez, si on y arrive au Québec ou si on y arrive en Belgique ou si on arrive, je ne vois pas pourquoi la France ne pourrait pas évoluer, même si c'est peut-être plus lent et plus difficile. Mais merci de votre question. Mais tu peux rajouter? Je n'ai pas grand-chose à rajouter, mais c'est vrai que c'est très problématique aujourd'hui. Nous, on a une étude en cours par une doctorante dont on est promoteur en tant que laboratoire de recherche, mais on n'est pas médecin. Avec une intervention qui est très peu importante. Il y a juste une séance d'activité physique, des entretiens motivationnels et puis des appels téléphoniques. Et on nous a retoqué au CPP en nous disant vous êtes dans la loi Jardé ou vous n'êtes pas, ou on ne sait pas. En fait, on nous renvoie la balle. Donc c'est un peu compliqué et oui, il faudrait que ça change. Une excellente question d'Internet. Evidence-based medicine, c'est plutôt la décision. Et on voit arriver de l'evidence-based medicine de plus en plus d'evidence-based practice. En gros, la translationnalité. Comment tu le crois, le penses possible entre effectivement cette recherche de preuves peut-être absolue et quelque part aussi une mise en pratique, une mise en œuvre. Comment tu le vois ça? Et je pense qu'effectivement c'est un super sujet. C'est une bonne question encore une fois. Je pense que l'évolution des types de recherche et notamment la mise en œuvre des recherches interventionnelles en population va nous permettre d'avoir justement une confrontation de ces résultats d'evidence-based medicine à la réalité pour pouvoir finalement mettre en évidence l'evidence-based practice. Mais c'est encore aujourd'hui très peu effectué. On disait hier justement que le nombre d'essais de ce type financés en France, c'est très très faible. Hein. C'est 7 essais sur une multitude de sujets différents par an. Donc ça va prendre un peu de temps, mais je pense que là, en tout cas, par exemple au Canada, notamment en Alberta, où ils sont très en avance, ils sont en train de mettre en place des grosses études d'implémentation sur tout un territoire très vaste, avec des formations spécifiques pour les professionnels qui mettent en œuvre l'intervention et puis une récolte de données très, très importante sur la faisabilité, sur les barrières, les facilitateurs, sur les coûts, les modalités de mise en œuvre. Et à partir de ce moment-là, peut-être qu'on aura un peu plus d'evidence-based practice, je pense. Est-ce qu'il n'y a pas aussi l'idée que dans ces cahiers des charges, il y a des critiques des Français sur l'evidence-based medicine en disant on va appliquer les recettes. Mais en fait, ce n'est pas forcément appliquer des recettes, c'est forcément un cahier des charges un peu général, mais qu'en fonction des contextes culturels, sociologiques, économiques, il y a effectivement des ajustements du professionnel et de chaque professionnel. On n'applique pas une recette. On est d'accord ou pas? On est complètement d'accord. Et il ne faut surtout pas prendre les données que je vous ai données comme des doses prescrites systématiquement de la même manière à telle personne et telle personne. Il faut faire appel à une personne qui sera en capacité de comprendre que ça, c'est un seuil qui a été atteint dans une étude ou dans des études
et qui montrent un effet statistiquement intéressant, mais on ne va pas demander à une personne qui est très déconditionnée de faire autant d'activité physique qu'à une personne qui est déjà en bonne forme et qui vient déjà de finir ses traitements depuis 5 ans. Donc c'est évident qu'il faut savoir traduire ces données-là, et c'est ce que je disais tout à l'heure dans ma conclusion, c'est qu'il faut savoir comprendre ces données et les traduire sur le terrain et ne pas les amener comme des vérités vraies et comme des choses qui sont à appliquer systématiquement. C'est très important. Je vois encore des personnes qui disent qu'il faut absolument atteindre 21 mètres semaine pour pouvoir avoir du bénéfice. C'est faux. C'est complètement faux. Sinon, on n'aurait plus aucun problème et tout le monde serait à 21 mètres semaine. Et non, c'est pas comme ça que ça fonctionne. C'est bien des cahiers des charges un peu à ajuster, C'est à à personnaliser, ajuster, que et la puis relation humaine est c'est multimodal essentielle. et multifactoriel, donc Ouais. forcément, ça va être ajusté, c'est certain. Des questions dans la salle? On a encore 7 minutes, donc on peut continuer. Yvan, n'hésite pas à poser des questions si tu veux. Moi, j'ai toujours pareil sur cette évaluation-là. Je crois que tu as insisté sur un point important, sur la recherche. Elle doit à la fois évaluer les bénéfices, elle doit évaluer les risques. Et je crois que se dire ça, c'est un élément très important de dire qu'on se situe dans le champ de la santé et qu'on est bien dans la santé. On n'évalue pas que les bénéfices. On n'est pas là que pour montrer éventuellement que ça marche. On est là aussi pour surveiller s'il y a des problèmes, donc primum non nocere, et qu'en activité physique ou en acupuncture ou dans d'autres disciplines, en tout cas, l'idée d'avoir une évaluation, donc une recherche qui évalue l'un et l'autre est un élément central. Et ça, tu l'as très bien dit. Vous voulez éventuellement réagir sur cet aspect ? Non, mais c'est sûr que c'est l'occasion d'insister sur le travail que vous aurez à faire sur les méthodes d'évaluation, parce qu'on est dans des pratiques, enfin ça existe dans d'autres domaines, je ne suis pas spécialiste du tout, mais on est vraiment dans d'autres approches que celle du médicament. Alors déjà pour le médicament, les débats sont importants. On a travaillé sur les études de phase 1, de phase 2 pour que les patients en bénéficient des études et pas uniquement soit des cobayes, comme ils disent. Donc ça, c'est acquis maintenant. Mais dans vos domaines, c'est vrai que la méthodologie est un vrai challenge. Et vraiment, moi, je suis épaté du travail qui est fait justement par les équipes APA, etc., sur le sujet, sur le travail qui a été mené. Maintenant, il va falloir inventer, je pense. Et c'est pour ça qu'on réfléchit dans le modèle qu'on propose, en tout cas, en disant il y a des études sur lesquelles il faut peut-être préciser les contenus, puis les tester, et puis après les implémenter. Et les implémenter, c'est réfléchir au savoir-être, au savoir-faire des professionnels, et quels professionnels, et comment on va trouver des complémentarités aussi dans certaines situations sur lesquelles et kiné, et APA, et acupuncteur, et etc. Enfin bref, un nombre de personnes vont être mises en œuvre parce que forcément, il y a des cahiers des charges suffisamment précis sur lesquels chacun a un rôle à jouer auprès du malade ou du guéri. Madame, allez-y. Et puis les études de survie, c'est aussi un vrai problème. Ça veut dire des études au long cours, ça veut dire du suivi méthodologique, ça veut dire beaucoup d'argent. Et là aussi, peut-être, oui, ça me donne l'occasion de souligner un peu la problématique des fonds à trouver sur le sujet. C'est-à-dire que l'industrie pharmaceutique, qui est très fournisseuse de budget sur les médicaments, quoique, il faut que c'est pas toujours le cas, aura du mal probablement à participer. Je crois qu'il faut faire appel aussi aux fondations, au mécénat. Mais c'est vrai qu'il faudrait poser un peu peut-être le cadre du financement de ces études pour pouvoir aboutir. Tu as raison, mais la société savante va pousser en disant, mais même les laboratoires pharmaceutiques, dans l'oncologie, on voit arriver des effets synergétiques entre des immunothérapies et des programmes d'activité physique, et que clairement, l'effet synergétique va devenir un élément important. Donc, labo, fondation, donation et autres, on a un champ qui est énorme. Donc, j'espère qu'on aura besoin de vous tout le temps pour essayer de faire évoluer effectivement les modalités de financement de ces études, mais déjà commencer par la lisibilité, comme l'a fait l'INCa, c'était courageux il y a 10 ans en disant on va faire de la recherche interventionnelle et on va sortir clairement d'une recherche clinique traditionnelle. C'était un courage, et je pense que vous l'avez fait à l'AFSOS de la même façon en soutenant des études, à Unicancer également. On sent quand même que les choses bougent. Madame ? Pardon, je ne voudrais pas monopoliser le micro, mais
Juste aussi, enfin, toujours sur les aspects de recherche et de méthodologie, il va falloir aussi qu'on fasse attention aux outils de mesure, parce que très souvent, les outils de mesure sont conçus, c'est la vision du médecin sur son malade. Et il va falloir aussi réfléchir à ce que les outils de mesure reflètent effectivement ce qui se passe chez le malade, ou ce qui se passe chez le pas encore malade, ou ce qui se passe chez celui qui n'est plus malade. Mais que ce ne soit pas seulement la vision de son entourage de soins, mais que ce soit aussi sa vision à lui, et de façon, mais en même temps que ce soit une vision aussi reproductible, et, enfin, que ce soit un outil qui soit reproductible d'une personne prise en charge à l'autre. Donc voilà, la réflexion sur les outils de mesure va être importante aussi. Question sur les patient reported outcome Ouais, voilà, et sur... c'est en train d'être intégré de plus en plus dans les études, les PROMS et les PRUMS. Évidemment, c'est plus compliqué parce que ce n'est pas des choses qui sont relevées systématiquement chez les patients et donc on ne peut pas les avoir comme ça, comme on l'a sur les indicateurs de qualité et de sécurité des soins. Mais les PROMS et les PRUMS deviennent de plus en plus la règle, en tout cas à être intégrés un maximum dans les études, heureusement. Donc les retours de patients, mais je voudrais aller même, et pourquoi pas, madame, jusqu'à, j'imagine, vous pensez à ça, mais des études qualitatives, c'est-à-dire d'avoir vraiment l'expérience vécue des malades au cours du traitement pour voir comment, effectivement, l'intervention a été vécue. Et je pense que cette approche de complémentarité méthodologique dans les interventions non médicamenteuses, je ne sais pas si on va arriver à le systématiser, mais on va mettre suffisamment la pression pour dire on doit avoir l'un et l'autre. Madame. Bonjour, Diane Boinon, psychologue à Gustave Roussy. Je voulais vous poser une question sur la manière dont l'APA peut être proposée, soit avec des éducateurs sportifs spécialisés à la prise en charge des patients atteints de cancer, soit des patients qui vont se tourner vers des clubs sportifs, comme ça, dans une pratique très individuelle. Je me demandais s'il y avait des études qui, justement, prenaient en compte ce que j'entends chez mes patients, aussi ces groupes de mise en commun de l'expérience de la maladie, du poids des séquelles dans l'après-cancer, le fait aussi de légitimer l'expérience lorsque d'autres aussi, on voit chez l'autre qu'il peut y avoir des symptômes importants qui viennent limiter au quotidien. Et aussi, parfois, j'entends des patients qui, à un moment donné, n'ont plus envie forcément d'appartenir au monde des patients atteints de cancer, qui ont envie de retourner vers des salles de sport. Et si les études se sont intéressées justement à... Voilà, est-ce qu'il y a des différences selon le type d'accompagnement spécialisé ou pas? Aujourd'hui, je n'entrevois pas forcément une étude qui aurait estimé la différence entre les deux. Par contre, ce qui est montré, c'est que le choix du patient est important à prendre en compte et que la diversité des accompagnements proposés actuellement est extraordinaire parce que ça permet justement à chacun d'accéder à ce qu'il souhaite faire. Du coup, va l'entraîner dans une meilleure motivation et puis également lui permettre d'avoir un apport sur les éléments de santé qu'il souhaite, ou sociaux ou psychologiques. Mais aujourd'hui, je ne pense pas avoir vu d'études qui comparaient les deux. Déjà, c'est très difficile de trouver des études où ils décrivent exactement quels sont les professionnels qui prennent en charge, ou même le niveau de diplôme ou le niveau de compétences. Je ne sais pas pourquoi d'ailleurs. Il y a peu d'études là-dessus à différencier les types de prise en charge. Bon, en tout cas, ce qui a été mis en évidence dans les différents réseaux français actuels, et notamment je prends l'appui sur le workshop Activité physique et cancer qu'on avait mis en place en 2018, donc ça date déjà un peu, c'est qu'il y a une diversité d'offres qui sont très, très intéressantes. Après, il faut accompagner le patient dans son choix pour savoir s'il est plus à même d'avoir besoin d'une prise en charge un petit peu plus... par une personne un peu plus compétente à un moment donné pour pouvoir ensuite l'entraîner à aller vers une autre prise en charge qui est un peu moins sensibilisée ou un peu plus ouverte en ville, par exemple. Oui, cette variété est à valoriser absolument. Yvan ? Oui, à propos de ce sujet, qu'en est-il des réflexions avec les associations sportives pour développer des sections APA? Je sais qu'à Bordeaux, ça a été fait dans certaines associations sportives.
Là, les liens avec le ministère des Sports, enfin, je ne sais pas comment il s'appelle d'ailleurs officiellement, du sport, et je ne sais pas, c'est sportif, excusez-moi, et à développer, je crois que c'est vraiment important, parce qu'après, une fois que les patients ont été pris en charge en APA, c'est de leur redonner le goût de l'effort. Certains le découvrent à l'occasion de la maladie, donc c'est les côtés positifs d'avoir été malade, bien positiver de temps en temps, et d'autres voilà, vont le faire. Donc je sais pas, il y a des liens, je pense que vous aurez à plancher là-dessus. Mario est bien placé là-dessus aussi. Il y en a de plus en plus, là, depuis le décret de 2017 sur la prescription d'activité physique adaptée, donc qui concerne forcément les personnes atteintes de cancer. Les maillages se font de plus en plus, même si la porosité entre le milieu de l'activité physique adaptée et le milieu du sport est encore un peu difficile à mettre en œuvre. Et les échanges et les communications sont complexes suivant aussi les régions. Mais les dispositifs actuels de prescription et notamment les liens qui se font par les sortes de cartographies qui sont proposées par les ARS ou par les comités départementaux olympiques et sportifs montrent qu'on a et des accompagnements APA et des accompagnements par des éducateurs sportifs non APA. Et également, de plus en plus, des fédérations sportives font appel aux APA pour avoir une personne qui sera là pour développer l'APA dans les fédérations sportives, ou en tout cas pour coordonner ou pour aider à l'orientation. Et il y a également les maisons sport santé qui sont vraiment des pôles de référence très intéressants pour justement cette coordination et cette orientation, où chaque maison sport santé doit avoir des liens avec le milieu sportif. Donc il y a forcément cette idée de parcours finalement d'activité physique où on va avoir une APA peut-être au départ pendant les traitements et puis ensuite une autonomisation ou une prise en charge ou un accompagnement dans des milieux un petit peu plus ouverts ou un peu moins spécialisés, en club par exemple. Je pense qu'on est vraiment dans le... Bon, je suis désolé, on va devoir faire la pause, mais je voudrais simplement évoquer sur ce point, il y a un temps d'intervention non médicamenteuse et il y a un temps de pratique culturelle. Et en fait, une fois qu'on rentre dans la pratique culturelle, on est dans des recommandations de santé publique générale. Bougez plus, pratiquez, échangez, dansez, valsez, faites ce que vous voulez comme activité. Mais on n'est plus dans le champ de la santé au sens d'une action dirigée, donc d'une intervention non médicamenteuse avec un objectif particulier pour des populations particulières. Et là, au contraire, on serait quasiment en train d'aliéner des patients en obligeant à faire des doses qui ne sont plus utiles et sur lesquelles il n'y a aucune preuve de le faire. Et vraiment, il faut lâcher les patients lorsque, entre guillemets, ils n'ont plus de troubles particuliers. On n'est plus à être dans le champ des interventions non médicamenteuses. Je crois que c'est un élément sur lequel on va devoir aussi travailler pour dire on est dans une pratique culturelle, et que ce soit le tango ou que ce soit, il y a une association hier qui parlait du tango ou d'autres pratiques, mais ce sont des pratiques culturelles, et bon sang, mais heureusement qu'on peut en faire plein et sur lequel on n'a pas besoin de science, on a besoin là d'une activité sociale et culturelle. Je voudrais vous remercier, Yvan et Aude-Marie. Vraiment, vous avez fait un travail remarquable. Vous positionnez très, très bien à la fois la réflexion sur le parcours et à la fois sur les pratiques en activité physique et sur les évolutions et les révolutions qu'on doit faire, et que la science est finalement la bonne façon d'avancer. Donc, merci infiniment. On fait une pause. On reprend dans exactement 10 minutes. Bruno Reynard sera parmi nous, mais en distanciel. La Covid à Paris est apparemment assez active en ce moment. Merci infiniment.